Est-ce qu'en 2025, il est possible de créer très rapidement un jeu vidéo grâce à l'intelligence artificielle? Je vais demander à ChatGPT, crée-moi un jeu vidéo fun que je puisse commercialiser pour avoir des joueurs contents de jouer à mon jeu. Et bon, ChatGPT a créé ce jeu vidéo. Attention, il y a un bouton, j'appuie dessus. Fun. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe si plutôt que de sous-traiter mon imagination à ChatGPT, plutôt que de lui dire vas-y, imagine à ma place, travaille à ma place, bon, qu'est-ce qui se passe si je me remets à imaginer, si je me remets à bosser? Mais que cette fois, en travaillant, je m'autorise à m'aider de l'intelligence artificielle. Bienvenue sur TriggerTech. Aujourd'hui, je vais reboot la chaîne avec un projet de création de jeux vidéo de A à Z et je vais tout vous montrer. Je vais m'aider des dernières avancées technologiques évidemment. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu le prototype du jeu que je suis en train de faire. Je m'étais enregistré au tout début du projet, donc ça fait 2 mois que je bosse dessus. Et là, vous voyez que j'ai réussi à faire marcher un petit personnage. Il a une espèce de hache dessinée par terre. Et quand je fais apparaître plein d'ennemis à l'écran, s'ils touchent l'extrémité de la hache, ils se font hacher. Ensuite, la première chose que j'ai fait, c'est de pouvoir bouger la hache en tournant la souris autour, afin de pouvoir faire des grandes salves de fou. Et donc ensuite, je me suis amusé à créer d'autres armes. Ici, vous voyez une lance, par exemple, qui va avoir un gameplay tout à fait différent, non plus basé sur une rotation, mais plutôt sur la pénétration. Et donc, c'est ChatGPT qui m'aide à coder ça dans le moteur de jeu Unity. Et là, vous voyez que j'ai activé tout plein d'armes en même temps pour voir ce que ça donnait. Ça donnait un résultat intéressant. Un peu fouillis, mais c'est le genre de fouillitude qu'on aime bien dans les jeux survivors quand on devient abusé avec tout plein de pouvoir autour de son personnage. Donc je me garde cette idée un peu pour plus tard. Ensuite, j'ai commencé à créer les vrais décors du jeu, ou en tout cas à m'approcher un peu plus de ce que je voulais faire. Donc là, vous voyez que j'ai remplacé le petit chevalier par une sorcière qui marche dans une espèce de forêt avec des bûches par terre. Je me fais poursuivre par des castors. Puis j'ai commencé à ajouter une verticalité au jeu, c'est-à-dire qu'on peut monter et descendre sur des marches, et certains ennemis peuvent se retrouver coincés en bas du coup. Et vous allez me dire comment tu fais Trigger pour tous ces dessins. J'ai fini par trouver une astuce assez rapide, c'est que je prends un modèle d'image sur internet, un buisson à la con, je l'envoie à Stable Diffusion, qui va venir réinterpréter cette image comme un genre de dessin, et qui va en faire quelque chose de tout à fait différent, donc au niveau droit d'auteur c'est nickel. Voilà, là je commence à m'approcher du buisson fruité que je voulais faire, et hop, j'intègre ce buisson dans mon jeu directement. Et ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais masquer tous les petits fruits du buisson, pour créer le même buisson, mais sans les fruits, pour dire que je les ai mangés quoi. Allez, on teste, le petit buisson est là, je me prends des dégâts, et hop, je me soigne en passant dans le buisson qui récupère ses fruits. Et donc vous voyez que grâce à une intelligence artificielle qui génère des assets graphiques et grâce à une intelligence artificielle qui génère du code, ça peut aller très vite. Et vous voyez que quand on monte de niveau, on peut choisir un nouveau pouvoir. Pareil, les icônes que vous voyez, ça a été généré avec un modèle Stable Diffusion qui est open source. C'est encore très moche, hein, mais n'oubliez pas que tous les jeux vidéo qui sont très bien faits graphiquement, si vous retirez la surcouche graphique, en fait, il n'y a que des gros cubes moches comme ça, et les beaux graphismes viennent juste comme un maquillage ensuite. Mais quand on construit un jeu avec des blocs moches comme ça, donc c'est pas très sexy, et le sexy vient ensuite, c'est la surcouche graphique qui vient apporter le sexy. Alors ensuite, j'ai essayé de créer mes premières créatures. Là, je voulais faire une sorte de castor qui porte une bûche. Je m'étais inspiré d'une image que j'ai trouvée sur internet et j'avais vraiment du mal à comprendre. Alors du coup, je me suis dit, je vais le dessiner moi-même pour l'aider à comprendre. Donc j'ai fait une forme comme ça d'une espèce d'animal monstrueux qui porte une bûche. Et hop, il m'a généré une sorte de gros nounours comme ça. C'est très amusant. C'est très amusant de créer des assets graphiques avec une IA. On a pas mal de bonnes surprises. Parfois, on les garde, parfois on les garde pas. Et pour finir, voilà, je suis tombé sur un gars comme ça que j'ai trouvé sympathique. Et là, vous voyez, le premier prototype d'un personnage de jeu, ça va être une sorcière qui va avoir 2 évolutions. En fait, tous les personnages jouables du jeu auront 2 évolutions possibles. Et donc, dans mon prototype, voilà, j'avais cette idée que le personnage de base pouvait, en respectant une sorte de serment qui est dans son scénario, devenir la version destinée de son évolution, ou alors en trahissant son serment, devient une version un peu plus sauvage et indomptable, une version libre du personnage.
Et donc pour créer un jeu, il faut un univers, il faut un monde dans lequel les personnages se déplacent. Et j'ai acheté pas mal d'assets pour créer des mondes, pour créer des niveaux. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur, je trouve, quand on crée un jeu vidéo, c'est de créer le monde du jeu. Et tout ce que j'ai acheté, ça n'allait pas. Je crois que j'ai gaspillé 100 balles d'assets qui ne m'ont servi à rien, que Unity n'a pas voulu me rembourser. Ça fait partie du jeu quand on est entrepreneur, hein, de perdre de l'argent et d'en tirer le leçon, quoi. Et par conséquent, j'en ai eu marre. J'ai créé mon propre générateur de monde. Grâce à ChatGPT toujours, j'ai créé un truc où j'appuie sur générer random. Là, il va me générer des terrains différents. Et ensuite, j'appuie sur générer random biome. Et là, il va instancier sur ce terrain tout ce que je lui ai dit d'instancier. Je lui ai dit d'instancier un arbre, un caillou et des petites feuilles par terre. Et donc, il va me les dispatcher de manière un peu randomisée mais cohérente selon des petits curseurs que j'ai ajoutés. Alors, quand je vous dis que tout ça est codé avec ChatGPT, je vais vous dire précisément. J'utilise ChatGPT 04 mini pour la programmation de base. Dès que j'ai un truc à la con, on lui demander vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Ensuite, quand j'ai des trucs beaucoup plus durs à lui faire, j'utilise Claude 3.7 Sonnet dans sa version Thinking. Pourquoi ? Parce que c'est son mode Thinking où il va penser x10 par rapport à ce que les modèles pensent d'habitude. Donc voilà, je vais pas sur chatgpt.com pour coder ce jeu. C'est plutôt dans mon projet, j'ai des fichiers de programmation, par exemple le fichier héros dans lequel je code mes héros. Je paye un abonnement Windsurf à 10 ou 15 euros par mois pour m'aider à coder tout ça. Et moi, je n'aurais pas su coder un générateur de niveau tout seul. C'est beaucoup trop complexe pour mon petit cerveau, mais grâce à ChatGPT, j'ai réussi à le faire. Et maintenant que j'ai un petit bout de terrain qui est créé, j'ai ajouté à mon code le fait de pouvoir étendre mon bout de terrain généré. C'est-à-dire que là, j'appuie sur, par exemple, ajoute-moi un terrain en Z, il va me rajouter un bout de terrain sur l'axe Z. Ok. Ajoute-moi un terrain sur l'axe X, j'appuie sur plus X, hop, il va me générer la suite du terrain sur l'axe X. Et vous voyez que les nouveaux terrains sont cohérents entre eux parce qu'ils partagent le même Perlin noise, pour ceux qui connaissent. Ils partagent le même algorithme de randomisation, entre guillemets. Et donc j'ai créé un bouton aussi pour me générer les 4 directions en même temps. Donc là j'ai un bout de terrain et hop, j'ai les 3 tuiles d'à côté qui apparaissent. C'est très satisfaisant. J'adore appuyer sur ce bouton et voir des nouveaux bouts de terrain apparaître. Et vous voyez qu'ensuite je peux me déplacer dans ce terrain, donc ça devient un terrain qui est tout à fait jouable. Et ça c'est génial parce que du coup je peux créer un terrain aussi grand que je veux en appuyant sur un seul bouton maintenant. Donc le problème de l'univers du jeu, le problème du monde, de la création de l'univers du jeu n'en est plus un. J'ai un personnage, j'ai des attaques, j'ai des ennemis, j'ai le terrain, je commence à avoir tout en fait. Je vais pouvoir pousser ce projet jusqu'à en faire un vrai jeu. Je m'y attendais pas du tout, au début c'était juste un prototype pour m'amuser, mais là quand j'ai réussi à faire le générateur de terrain, je me suis dit mais je vais en faire un vrai jeu. C'est trop chouette, vraiment je m'amuse comme un fou. Alors ensuite vous voyez que là mon arbre est un peu toujours le même, donc ce serait bien d'en avoir des variantes, ce serait bien d'en avoir des plus beaux déjà. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai généré une cinquantaine, et j'en ai testé pas mal dans mon niveau pour voir si ça rendait bien. Et là par exemple je trouvais que mes arbres étaient peut-être légèrement trop larges, ils prenaient trop de place à l'écran, donc j'ai affiné un peu la forme de base des arbres, puis j'en ai sélectionné 4, et je me suis mis à découper leur base en bas. J'ai fait ça à la main évidemment, à l'ancienne, pour que maintenant mon arbre semble sortir du sol, alors qu'en fait il est juste posé dessus. Et ensuite j'ai fait en sorte que dès que des arbres apparaissent à l'écran, c'est un des 4 arbres au hasard à chaque fois, donc c'est jamais toujours le même. Il va y avoir maintenant des petites variantes. Ensuite j'ai testé plusieurs couleurs pour les petites herbes par terre. J'ai essayé de rajouter un brouillard pour voir, ouais ça met un peu d'ambiance, mais ça consommait un peu plus de ressources. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il faut quand même que vous voyez la carte que j'ai créée pour cet univers. Voilà. Ça, c'est la carte. C'est vraiment un dessin d'enfant. Je me suis dit, ok, donc ici, il y aura des plaines, ici, il y aura la forêt, ici, ce sera un désert, ici, ça va être des ruines, ici, ça va être un temple, ici, il va y avoir des nazis, ici... Et c'est comme ça que c'est apparu. Donc peut-être que je vais affiner la carte, la manière dont elle est pensée par la suite, mais c'est mon premier jet, donc je suis parti là-dessus. Et donc, il fallait que le premier terrain soit un peu circulaire. Et par conséquent, j'ai ajouté à mon générateur de niveau le fait de pouvoir tracer un cercle autour. Vous voyez là je suis en train de tracer un cercle, très bien. Et une fois que ce cercle autour est tracé, j'appuie sur un bouton pour générer la suite. Et vous voyez qu'il va s'arrêter exactement là où ce cercle s'arrête. Et donc vous voyez que maintenant mon univers que j'ai dessiné est là. Et par-dessus se trouvent les niveaux que j'ai générés. Donc j'ai déjà 3 niveaux générés ici. Il y a la plaine, le désert, les ruines.
Et donc j'ai essayé ensuite de générer des lézards pour ma forêt. Et pareil, il me manquait de personnalité. Du coup, c'est un vrai défi avec les intelligences artificielles, parce qu'elles ont tendance à nous pondre des trucs un peu qui mettent tout le monde d'accord, mais sans trop de personnalité. Donc c'est un vrai défi d'ajouter de la personnalité à des contenus générés par IA. Et donc je me suis inspiré des studios Pixar. Les studios Pixar, ils prennent souvent des grosses formes. Vous voyez ici, par exemple, la forme d'un espèce de gros rectangle ou la forme d'un œuf pour créer deux personnages iconiques du film là-haut. On voit par exemple ici une forme toute ronde à partir de laquelle ensuite est fait un gorille. Et donc je me suis dit, ok, je vais devoir moi-même faire la forme de base de chaque ennemi. Il a une queue qui commence à se former, il a une forme qui correspond à ce que je voulais à la base, et maintenant je vais le customiser. Et je travaille vraiment comme un enfant. On va lui faire une grosse crête partout, on va lui faire des espèces de rayures de la couleur de ses yeux sur sa peau. Voilà. Là, ça commence à être super intéressant. Cette créature, je l'ai jamais vue nulle part. Elle commence à avoir de la personnalité. Je vais lui rajouter des yeux brillants. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit que les créatures de la forêt auraient toutes des yeux illuminés comme ça, comme si elles étaient sous emprise. Voilà. Là, on commence à arriver à la version finale de mon premier ennemi de la forêt. C'est la première créature dont je suis vraiment fier pour ce jeu. Et ensuite, comment est-ce qu'on anime tout ça? Eh bien, en fait, j'ai testé tous les moteurs vidéo qui existent. J'ai testé tous, les gratuits, les payants, et il y en a des biens, il y en a des très mauvaises. Vous voyez que là, par exemple, j'ai réussi à générer une petite marche qui fait le taf, qui est tout à fait sympathique. Et là, je vais tester avec mon lézard. Est-ce que ce site arriverait à me générer une animation de marche de lézard? Pendant ce temps, je teste aussi sur un autre site. Et pendant que ça me génère, je me mets les différents ennemis sur un bout de papier, sur un bloc-notes. Je me mets les différents ennemis que je dois générer encore. Donc là, je m'attaque à un deuxième ennemi de la forêt, je fais sa forme de base, et à partir de cette forme, moi ce que je veux, c'est un petit louveteau, et vous voyez que cette IA a besoin de plus de précision encore. Il va enfin interpréter ma forme comme je voulais. Et c'est là que j'ai décidé, ça m'est apparu comme ça, de commencer à le customiser avec d'abord une fourrure rouge et une queue rouge, et petit à petit d'en faire un chaperon rouge en fait. Symboliquement c'est sympathique, ça fait référence à des trucs que tout le monde connaît, voilà, je rajoute des petites rayures. Et là je commence à avoir mon deuxième ennemi de la forêt, avec toujours ses yeux un peu illuminés, là il commence à être très sympa. Et pendant ce temps ma génération est terminée, voyons le résultat de la vidéo générée. C'est un peu maladroit mais pourquoi pas. Tandis que sur l'autre site, voilà, il m'a fait une espèce de marche qui fonctionne pas, quoi. Mais je ne perdais pas espoir en le fait que les générateurs de vidéos allaient dans les prochaines semaines et mois s'améliorer. Donc j'ai continué, j'ai créé un petit castor un motard qu'il faut pas faire chier. J'ai mis un petit chapeau, voilà. Et finalement j'ai commencé à faire une sorte de garde forestier. Et ensuite je suis retombé sur ce gars là que j'avais créé tout à l'heure. Donc j'ai essayé de le customiser, j'ai essayé de l'habiller un petit peu. Et du coup voilà, il me fait un peu penser maintenant à un prof de sport. On continue la création d'assets, hein, donc tout ça c'est beaucoup de travail. Hein. Je fais tout seul le taf de toute une équipe. Je commence à faire un gros lézard et à lui donner un peu les mêmes codes que le petit lézard, comme si c'était son évolution, où il fait des yeux brillants, voilà, terminé. Vous savez maintenant comment je m'y prends pour les graphismes, vous savez maintenant comment je m'y prends pour créer l'univers du jeu, vous savez maintenant comment je m'y prends pour programmer. Et on n'a pas encore parlé d'un dernier point qui est la musique et les bruitages. Alors c'est très simple. Déjà, vous voyez que ça fait ramer mon PC tellement il y a de fichiers. C'est-à-dire que j'ai acheté des banques de sons en fait. J'ai acheté des banques de sons de plus de 2000 bruitages, des bruitages de coups d'épée, de magie, de bruit de pas, de tout et n'importe quoi. Comme ça, je possède les droits d'auteur sur ces bruitages et ça m'évite de réinventer la roue, je vais pas réenregistrer un bruit de pas, je vais pas régénérer un bruit de pas, même s'il y a des IA qui génèrent des bruitages maintenant. Et tiens, on va faire un petit point finance, je vais vous montrer tout ce que j'ai dépensé pour l'instant pour ce jeu. Donc ça, ce sont mes assets sur le Unity Store, c'est un magasin où il y a plein de choses pratiques pour les développeurs de jeux vidéo. On peut acheter par exemple des bruitages. Je sais pas si vous entendez en bonne qualité, mais de mon côté, c'est en bonne qualité. Vous voyez, là, j'ai plein d'effets magiques que je vais pouvoir utiliser très vite et les ajouter à mon jeu quand je crée un nouveau pouvoir. Si j'ai déjà l'explosion parfaite qui va avec, je la pose, je la customise un peu et ça fonctionne. Ensuite, vous voyez que là, j'ai acheté Tile World Creator 3 à 45€ et je voulais utiliser ça pour créer mon monde à la base et il se trouve que malgré la belle promesse c'était un très mauvais générateur d'univers pour moi, c'était pas du tout pratique. Du coup j'en avais acheté un autre qui pareil promettait de faire des super mondes nanana 3D ISO mais pareil ultra chiant à utiliser, donc c'est pour ça que j'ai fini par créer mon propre générateur de monde. Et donc voilà, j'estime à plus de 200€ le coût des assets que j'ai payés et que j'utilise pas
pour ce projet, j'ai payé pour des trucs que j'utilise pas. Ça pour un jeu qui, si je le vends, je vais le vendre à 20 € quoi. Enfin, c'est que dalle en fait le prix d'un jeu vidéo, je me rends compte par rapport à la somme d'énergie et de savoir qu'il y a dedans. Bref, pour les bruitages, j'ai ce qu'il faut dans ma base de données. Et pour les musiques, alors je suis arrivé à des bons résultats en générant des sons avec Suno. Pour cette première session, là, je joue avec la mystique, qui pourra devenir une magicienne ou une sorcière. Et elle a une petite rune tracée par terre, dans laquelle les ennemis qui se trouvent prennent des dégâts. Toutes les 1,4 secondes. Et petit à petit, on va pouvoir greffer des pouvoirs sur cet impact. Quand on prend le caillou ou la bûche, par exemple, vous voyez qu'à chaque impact, il y a un caillou maintenant qui rebondit pour attaquer les ennemis. Là, vous voyez que je viens de dézoomer pour chercher des points d'intérêt sur la carte. Ils sont randomisés à chaque partie. Et la petite icône va rester sur votre carte qui va vous servir d'aide-mémoire. Et donc là, on est déjà à la deuxième niveau de difficulté. Les petits fantômes inoffensifs ont été remplacés par des espèces de cailloux sur pattes explosifs. Ça commence à être un petit peu plus difficile, mais les cailloux sur pattes explosifs ne peuvent pas grimper sur les hauteurs. Donc on peut encore s'en servir pour se protéger. Et là, vous voyez que je suis en train de charger une zone d'attaque avec cette espèce de caillou ancien. Et quand on reste suffisamment dans la zone, fait tomber une pluie de flèches sur les ennemis et sur le joueur aussi. C'est pour ça que je me suis barré avant que ça tombe. Et vous voyez que quand le personnage court, il ne peut pas attaquer en même temps. Donc quand on sprint plutôt, on ne peut pas à la fois sprinter et attaquer. Ce qui fait que quand vous êtes en mode fuite, vous êtes vraiment en mode fuite. Et quand vous êtes en mode attaque, là vous pouvez vous déplacer, dasher, attaquer en même temps. Là on est à la 3e niveau de difficulté. Et des chevaliers de la rose sont apparus. Ils peuvent monter sur les hauteurs et ils peuvent aussi courir, ils peuvent me courir dessus. Donc ça commence à être un petit peu difficile, là il va falloir que je gère. Là j'ai pris un feu de camp qui va réduire mon niveau de danger. Donc si mon niveau de danger avant était à 3, là il retombe à 2. Et du coup ça me permet de vaincre plus d'ennemis pour monter plus de niveau avant d'arriver au boss. Et là je suis mort, vous voyez qu'une tombe était apparue à l'endroit où j'ai pris cher. L'idée c'est que quand le personnage meurt, une tombe apparaît à cet endroit, et que quand on recommence une partie, on peut revenir à cette tombe, soit pour y déposer une fleur, soit pour piller la tombe et piquer un objet de la partie précédente. Sauf que si vous faites ça, vous brisez un des serments que vous êtes censé tenir. Et ça ne sera pas sans conséquence, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un jeu dont la thématique va tourner autour des serments, respecter le serment, briser le serment. Pour finir, comment ces ennemis apparaissent, je me suis créé un spawn manager qui est le générateur d'apparition d'ennemis qui fait que à la difficulté 1, ce sont les petits fantômes qui apparaissent, à la difficulté 2, ça va être les petits cailloux. Et l'idée, ça va être de trouver le boss le plus vite possible et de le vaincre avant que des ennemis trop forts apparaissent. Donc les 3 derniers là, ils sont vraiment assez forts. Et à chaque boss battu, la difficulté est réinitialisée à 0. Et donc on va pouvoir aller au prochain biome et faire pareil, puis arriver jusqu'aux ruines et faire pareil, etc. dans chaque zone du jeu. Comptez un peu entre 20 et 60 minutes pour une session de jeu complète où vous allez gagner ou perdre par inadvertance, ce qui est très bien pour ce type de jeu. Donc c'est inspiré de Vampire Survivor, c'est inspiré de Hades 1 et 2, c'est inspiré de Risk of Rain 1 et 2. Je suis vraiment en train de créer le genre de jeu que j'aime bien jouer. Et là c'est parti pour une deuxième session avec un deuxième personnage qui va être une sorte d'aventurier qui attaque lui avec une épée tracée au sol, et qui va devenir soit un pirate, soit comment on appelle ça déjà ? Vous savez, les pirates qui ont pactisé avec le gouvernement, un corsaire. Donc ça dépendra si vous tenez votre serment ou si vous brisez votre serment. Là, je dézoome pour chercher des points d'intérêt. Et vous voyez que j'ai déjà combiné 2 impacts. J'ai déjà combiné la bûche et le caillou, ce qui fait qu'à chaque coup d'épée,
j'ai une bûche et un caillou qui apparaissent. Et là, j'ai pris un rouleau à pâtissier. Alors, il y a vraiment des armes totalement nazes au début du jeu. C'est fait exprès. Parce que les armes légendaires, je les garde pour du contenu à déverrouiller au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. Donc, on commence vraiment avec un couteau à bourron, un rouleau à pâtissier, une tondeuse à gazon, des trucs à la con. Là, vous voyez que les cristaux ont changé de couleur. En fait, juste avant de disparaître, les cristaux, pendant 1 seconde et demie, deviennent un peu plus bleus et fondants. Et si vous les prenez à ce moment-là, juste avant qu'ils disparaissent, eh bien, ça vous donne 2 points d'expérience plutôt que 1. Donc ça peut être intéressant, quand vous avez plein de cristaux qui tombent d'un coup, d'attendre le moment précis où ils vont disparaître pour vous jeter dessus, pour avoir un gros tas d'expérience x2. J'essaie de créer plein de mini expériences utilisateurs comme ça, des mises occasions pour le joueur de se dire ah putain, il y a une occasion de ouf, et afin de maximiser la prise de risque et de maximiser les récompenses. Là, vous voyez que cette fois j'ai atteint le niveau 4, enfin le niveau difficulté 4. Les espèces de fantômes sont apparus. Ils ont beaucoup d'esquives, ce qui fait que mes attaques ne les touchent pas beaucoup. Et là, je vais arriver sur un personnage attaché, une espèce de démon que je peux sauver ou piller. Si je la sauve, elle devient mon allié et se bat avec moi. Et si je la pille, eh bien, elle devient un genre de mini-boss sur lequel j'ai commencé à travailler. Donc, pour l'instant, elle m'envoie juste un petit projectile par terre. Et il va y avoir plusieurs espèces d'otages sur le terrain, avec à chaque fois le choix aider ou piller ces otages. Et ces choix ne seront pas sans conséquence. Vous voyez que là, j'ai obtenu une petite étoile bleue en haut à gauche, qui signifie que je n'ai pas aidé la démon, et par conséquent, le camp du bien m'apprécie un petit peu. Et on va pouvoir cumuler ces étoiles bleues ou ces étoiles jaunes, un peu comme dans GTA, jusqu'à 5 étoiles, et ça ne sera pas sans conséquence. Il va y avoir des répercussions sur la suite de la session de jeu. Là, vous voyez que je suis au niveau difficulté 5, des espèces de gros ennemis cailloux sont apparus. Pour finir, niveau difficulté 6, les chevaliers de la rose géants avec une tête en bouquet de fleurs. C'est des gros sacs à PV, et en plus ils peuvent courir sur le héros. Là, si vous arrivez à là sans avoir vaincu le boss, bonne chance, hein, je commence à faire exprès que vous perdez. Parce que là, vous devez avant tout trouver le boss sur la map et le vaincre avant que les ennemis deviennent trop forts. J'ai 44 pour l'instant, pouvoirs différents qu'on choisit quand on monte de niveau, c'est pas mal. J'aimerais bien arriver à 100 pouvoirs pour sortir le jeu en démo ou en bêta pour vous proposer de tester. Évidemment, puisque ce projet est en train de se concrétiser, donc de se professionnaliser, l'idée ça va être de le sortir sur Steam, l'idée ça va être idéalement de le sortir sur console, ce serait vraiment trop bien, à partir d'une idée d'un proto que je puisse aller aussi loin. Et pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien symbolique et financier. C'est pourquoi j'ai créé une page de financement participatif. Si vous voulez vous offrir la prévente du jeu, c'est déjà possible. Alors, je ne vais pas vous demander de rembourser tout ce que j'ai déjà investi dans ce projet. Par contre, je vous demande, si vous voulez me soutenir, d'abord de me montrer votre intérêt en explosant la cagnotte jusqu'à au moins 100 € de prévente qui seront réservés à l'achat d'un emplacement du jeu sur Steam. Comme ça, les joueurs du monde entier pourront mettre le jeu dans leur liste de souhaits et être notifiés quand il sortira. À partir de là, moi je me réserve le fait de sortir le jeu quand il sera prêt, quelque part. Mais pour autant, si la cagnotte atteint 6 000 €, les choses sérieuses commencent, parce que là je vois que vous voulez vraiment m'aider à pousser le projet à fond. Et donc, je me mettrai à plein temps pour sortir une V1 tout à fait fonctionnelle sur le premier continent, avec donc 6 biomes, c'est-à-dire 6 niveaux. Ça correspond sur la map à la première partie du scénario que j'ai imaginé, avec les plaines, la forêt, le désert, les ruines, le temple et les nazis. Enfin, ce ne sera pas des nazis dans le jeu, mais ce sera un peu un endroit en mode No Man's Land, avec une thématique assez militaire, avec... je ne sais pas si vous voyez un peu les jeux à la Metal Slug,
des soldats tout verts au service d'un gros général dans un espèce de gros tank méca pour vaincre les incroyables hélicoptères et tanks de guerre que vous avez devant vous. Donc voilà, j'imagine que la première partie du jeu se finit dans un environnement comme ça. Si le financement atteint les 16 000 euros, pour moi, ce sera le signal pour réaliser le jeu complet dans tout le scénario que j'ai imaginé, avec donc 16 niveaux, 16 personnages et 16 boss, pour un total de 96 ennemis. Si le projet arrive jusqu'à 25 000 euros de prévente, je prévois un DLC avec 2 nouveaux niveaux, et puis pour chaque niveau, une zone intérieure. Donc par exemple, vous vous promenez dans les plaines et vous arrivez sur une grotte, et vous pouvez entrer dans la grotte pour visiter le niveau intérieur des plaines. Il y aura ça dans chaque niveau. Si le projet arrive jusqu'à 40 000 euros de prévente, on le sort sur toutes les consoles. On le sort sur Switch, sur PS4, sur Xbox, etc. Et enfin, si le projet arrive jusqu'à 60 000 euros, ça me paraît ouf. Dans un financement participatif, il faut prévoir des paliers assez ouf. Je prévois donc un deuxième DLC qui s'appellera Secrets Everywhere, un DLC avec 100 secrets bien gardés dans le jeu. Et donc, si vous voulez me soutenir financièrement dans ce projet, vous pouvez simplement m'offrir un soutien spirituel à 5 euros et je vous dirai merci dans le générique de fin du jeu. Vous pouvez aussi, pour 20 euros, acheter la bêta du jeu en accès anticipé, et donc vous serez les premiers à pouvoir le tester avant la V1. Vous pouvez aussi acheter 2 préventes afin d'en offrir une à quelqu'un que vous aimez bien. Et là, vous voyez par exemple 2 autres héros que je vous ai pas encore montrés et que j'ai déjà commencé à penser. En fait, tous les héros jouables sont déjà pensés dans ce document avec leurs évolutions. Tous les biomes explorés aussi, mais je vais pas vous spoiler. Ici, dans Upgrade de Level Up, tous les pouvoirs que je vais ajouter sont là. Je coche les cases dès que j'ai fini le taf. C'est pour ça que les cochers sont tout en bas. Je vois ce qu'il me reste à faire. Bref, tout ça pour dire que je sais très bien jusqu'où le projet peut se développer et jusqu'où il s'arrête, jusqu'où il prend fin. Ensuite, pour le plus gros portefeuille, pour 100 euros, vous avez une prévente du jeu avec votre nom, votre pseudo gravé dans un artefact du jeu. Par exemple, si tu t'appelles Karim, eh bien, dans le jeu, il pourrait y avoir une épée qu'on peut trouver qui s'appelle l'épée de Karim. Pour 150 euros, vous obtenez une statue brisée de vous qui est trouvable dans le jeu. Pour 250 euros, tu deviens un des gardes qui protège chaque zone du jeu. Donc tu deviens un PNJ qui a ses propres attaques et qui va un petit peu attaquer les ennemis en étant bien planqué derrière une barrière. Pour 400 euros, tu deviens un mercenaire recrutable par le joueur. Pour 1000 euros, tu deviens un boss secret du jeu. Il n'y a qu'une place réservée à ça. Et enfin, pour 2500 euros, il y a une place réservée aussi pour devenir un personnage jouable du jeu. Voilà, ça se fait souvent dans les financements participatifs de mettre des paliers un petit peu ouf comme ça. Je me suis inspiré de ce qui se fait sur Kickstarter. Alors, je passe pas par Kickstarter. Pourquoi? Parce que je connais pas bien ces joueurs de plateforme et j'ai pas envie que Kickstarter me prenne 10% des ventes, sachant que Steam va me prendre 30% des ventes et que URSAF va me prendre 25% des ventes. Qu'est-ce qui me reste à la fin, d'accord? Parce que là, pour l'instant, je perds plus d'argent que j'en gagne, donc en tant qu'entrepreneur, c'est bien de essayer de se réserver le plus gros pactole possible. Si jamais je dois bosser 1 mois, 2 mois, 3 mois en plus, c'est bien que j'ai des sous de côté pour pouvoir continuer à offrir du travail de qualité. Donc voilà pour ce projet dont je suis pas peu fier, dont je suis même très content de vous parler parce que c'est très amusant pour moi de bosser là-dessus sur tous les aspects. C'est un beau défi en 2025 que de créer un jeu vidéo indépendant grâce à l'intelligence artificielle, non pas qui va faire tout le travail d'imagination à ma place, qui va faire tout le travail de création à ma place, mais dans le processus créatif qui vient m'aider, qui vient m'accélérer. Et je me réserve aussi, bon, je ne vous l'ai pas dit, parce que là pour l'instant je vous raconte que je fais ça tout seul, mais je me réserve, si le budget le permet, le fait de pouvoir recruter un compositeur, parce que pour moi dans un jeu vidéo le plus important c'est la bande son. Et pour finir, ah oui, je me rends compte que je vous ai pas montré le moteur d'animation gratuit que j'utilise maintenant, ça s'appelle One, et sur OneGP j'ai généré toutes ces vidéos de mes personnages et de mes monstres, et c'est juste très bien en fait. Ça fait le taf, c'est fonctionnel pour faire tourner en boucle ces animations dans un jeu vidéo. C'est ça qui me sauve pour les animes. J'ai réussi récemment à refaire une boucle parfaite pour l'aventurier. Donc voilà, je suis très content de cette année 2025 pour créer un jeu vidéo. C'est vraiment, je trouve, une magnifique année avec des technos incroyables. Et ce qui fait que je peux vachement me concentrer sur l'expérience utilisateur du jeu. Est-ce que ce projet verra le jour avant la fin de l'année 2025? C'est mon but pour la V1 du jeu en tout cas. Donc maintenant, il va falloir continuer de créer. Et dans les prochaines semaines, je vais continuer à vous documenter tout ça. Et j'ai vraiment à cœur de montrer à un max de gens ce qu'il est possible de créer maintenant en 2025. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que tout ça vous inspire. Et pour finir, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais qui es-tu pour créer un jeu? C'est quoi ton expérience? Non, c'est vrai que j'ai pas montré mon CV.
Par contre, le deuxième jeu que j'ai sorti sur Steam, cette fois, est encore disponible, hein, là vous voyez des images. C'est un petit jeu à la troisième personne que j'ai créé avec deux camarades, un graphiste et un compositeur. Et donc c'était un jeu d'énigmes sur une petite île déserte. Je vous montre un peu les retours des joueurs, donc dans toutes les langues. Alors ça n'a pas été un succès commercial, mais ça a été un succès d'estime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs, qui sont en plus assez difficiles hein, pour ce qui est des critiques, ils ont trouvé que ce jeu positif, 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 positif. Tout le monde a kiffé en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais coder un bon jeu. Et je sais aussi finir un projet, je sais le finir bien, ce qui fait que les gens sont contents. Pour moi, quand on crée un produit, il faut avoir juste une idée en tête. Est-ce que les gens qui l'achètent, qui le finissent ou pas? Est-ce qu'ils sont contents de posséder ce produit? Donc voilà pour mon petit CV de développeur, de quoi vous mettre un petit peu en confiance. Et pour ce qui est de la suite, eh bien je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines. C'était Trigor pour la passion de la création d'un jeu vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure qui ne fait que commencer. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Faites-moi un maximum de retours car j'ai à cœur de faire avancer ce projet avec vous, avec vos retours. S'il y a des choses que vous aimeriez voir, si vous avez des questions, c'était Trigor, je vous dis à la semaine prochaine.